Bonjour à toutes et à tous. Salut à toi Marc. Bienvenue pour ce nouvel épisode de Ski Chrono Débrief. On va parler technique homme. On est en Italie à Alta Badia pour le deuxième géant et à Madonna di Campiglio pour le fameux slalom nocturne qui a lieu jeudi soir. Bienvenue à toi, Marc, notre expert, consultant, moniteur, démonstrateur, etc. On s'était quitté après le premier géant Alta Badia. On se retrouve sur la Grande Risa lundi, avec encore, pour rester un peu français, du bon Alexis Pinturault qui continue à jouer devant. Oui, bonjour à tous, salut Emmanuel. Oui, deuxième géant, un peu différent. Ils avaient pu skier la veille, donc ils ont pu courir. Donc on attendait des surprises. Malgré tout, on n'en a pas eu tant que ça. Mais Pintu qui continue à bien se rassurer sur ses épreuves de géant. Moi, je dirais qu'il était peut-être un petit peu moins bien que la veille. Il bouclait un petit peu plus. Il avait du mal à plus plaquer son ski dans les phases de transition. Mais il est là. Il a toutes les raisons d'être bien avec son équipement, d'être bien dans sa tête et de monter crescendo, je pense, et d'être là. C'est surtout important. Bon, on n'avait pas été spécialement inquiet par Marco, qui avait loupé, Marco Odermatt, qui avait loupé sa première manche et qui s'était contenté de la troisième place. Il a remis un peu les pendules à l'heure et il a fait comme on le dit désormais très souvent, du Marco. Oui, Odermatt qui avait, à mon avis, dès la première manche, le matériel adéquat, contrairement au premier géant. Je reste convaincu de ça. Braten un petit peu moins bien sur ce deuxième géant. Moi, je dirais que Marco, moi j'aime bien analyser le Marco parce que j'ai vu un Marco un peu différent entre la première et la deuxième manche. J'ai vu un Marco bien posé sur la deuxième et de temps en temps sur la première, pardon. Et la deuxième manche, justement, dans ce mouvement d'aller un petit peu vers le haut et d'avancer sur le bassin, il avait, à mon avis, un mouvement un peu plus vertical et il décollait beaucoup du sol. Je pense qu'il a cherché à exagérer ce mouvement et on a vu que sur cette deuxième manche, ça n'a pas toujours été favorable en fonction des portions de piste. C'est ce qui a fait que ça s'est joué à très peu de choses, à mon avis. Voilà. Alta Badia en géant, on a aussi vu Henrik Kristoffersen vraiment qui marche avec sa nouvelle marque de ski, Van Deer, by Red Bull, Snow Sport, etc. Kristoffersen est en place, son matériel est en place et on a vu un dénommé Marcel Hirscher, celui qui manage, qui fabrique ces fameux skis. Et apparemment, tu es au courant d'un petit truc, Marco. Tu cherches le scoop? Oui, apparemment, il y a eu un petit souci, Marcel. Scoop. Scoop. On l'a vu à l'écran, Marcel. Hein. On l'a vu à l'écran, on a vu des photos, il a publié des photos sur les réseaux et apparemment, il a même skié. Hein. Oui. Alors, le problème de Marcel, il a joué un peu avec le feu. On connaît le grand Marcel, le grand champion. Il a joué un petit peu avec le feu, c'est-à-dire qu'il a pu avoir l'accréditation pour aller sur la piste. Une accréditation qui était essentiellement destinée pour faire des photos pour son sponsor de lunettes. Et notre Marcel national avait pris les skis de Christo et a fait 3-4 virages, 3-4 courbes pour tester les skis, ce qui est totalement interdit, évidemment. Mais enfin, il a joué, il a essayé de jouer. Il a pris rouge direct, donc on l'a exclu de la piste tout de suite. On lui a quand même permis d'être dans l'air d'arrivée, puisqu'on l'a vu à la télévision. Mais entre les deux courses, ils sont allés à Madonna, il y a eu une discussion de chef d'équipe, et apparemment, Marcel est exclu justement de piste pour le restant de l'hiver. Voilà, il a fait un choix, il le savait, je pense. Ils ont voulu jouer avec, alors après, tu sais, tout se discute. Est-ce que vraiment il a testé les skis, une paire de skis pour Christo sur 3-4 virages? Est-ce qu'on peut considérer que c'est suffisant pour faire un choix? En tout cas, le résultat est là. Ça a bien fait un peu le buzz, ça a fait rire tout le monde, ça a même surpris beaucoup de gens. En tout cas, il y a une décision ferme et claire là-dessus pour l'exclure de la piste. Il me semble qu'il y a quelques années, de mémoire, notre ami Yul, le technicien de Christo, avait pris un rouge parce qu'il était descendu sur la piste. En fait, lui, il n'était pas descendu avec les skis, il faisait des tests
température de neige. Et je me souviens qu'à l'époque, le Yule, il avait pris un rouge aussi. Donc, c'était important de savoir s'il y avait le fait d'avoir un nom ou pas un nom avait un effet. Apparemment, la décision a été prise, ferme et définitive. Voilà. Donc, plutôt assez surprenant d'imaginer qu'on puisse jouer à ce genre de choses-là. Mais ceci étant, depuis longtemps, les Kostelic et j'en passe ont toujours joué avec les formes de règlement, à toujours avec le règlement. Alors après, c'est des décisions qui sont essentiellement dues aux arbitres, à l'arbitre de la course, qui peut être amené à vraiment prendre des décisions draconiennes. Ce n'est pas le délégué FIS, c'est surtout… et après, évidemment, les responsables de la FIS qui ont pris des décisions de l'exclure totalement tout l'hiver. Enfin, voilà, c'est une petite anecdote. On aurait pu, qui est plutôt marrante, mais bon, le pourquoi du comment, vraiment, je n'arrive pas à comprendre. Voilà. Puisqu'on est sur le point de règlement, Marc, et on va tout de suite basculer sur Madonna et sur le slalom, on a vu beaucoup de piquets voler, on a vu des piquets gêner certains skieurs, on en a vu un notamment vraiment gêner Johannes Strolz, qui pouvait clairement jouer le podium. Dans la Deuze, il est complètement gêné par un piquet, il glisse dessus, il s'arrête, et tout le monde se pose la question, est-ce qu'il a le droit de monter? Est-ce qu'il a le droit de remonter pour courir? Courra pas, on entend tout et son contraire. Semble-t-il, il n'avait pas le droit. Eh ben Marc, tu vas nous expliquer pourquoi. Nos amis d'Eurosport, pour ne pas les citer, c'était un peu perdu, nos deux Lascars, là. Je pense qu'ils n'avaient pas tout à fait la donne. Et soi-disant, les gens qui ont donné l'information, je crois qu'ils ne connaissent pas. Alors, au niveau de la FIS, c'est clair et précis. Il y a ce qu'on appelle le système d'organisation, c'est-à-dire que si un piquet vole complètement, c'est-à-dire que le piquet ne tient pas dans le trou et qui vole complètement et qui revient sur l'athlète, à ce moment-là, l'athlète s'arrête et il a le droit de repartir. Ça veut dire que c'est un problème essentiellement dû à l'organisation. C'est-à-dire au mauvais, on fixe mal le piquet et c'est le seul cas en Coupe du Monde où l'athlète, par contre, doit s'arrêter et on l'autorise à repartir. Ça, c'est indéniable. Par contre, ce qui se passe là avec les piquets cassés, qui se cassent au milieu ou qui cassent ou qui sortent de la base, hein, puisqu'il y a la base avec le plumeau, et donc c'est sorti au niveau de l'articulation, mais ça veut dire comme si le piquet était cassé. Là, ça s'appelle un fait de course, ça s'appelle un fait de course dans le RIS, et dans ce cas-là, il n'est pas toléré du tout de s'arrêter et de remonter. Voilà. Alors, moi, je suis toujours très… Ça date pas d'aujourd'hui. Il y a eu des cas et des cas depuis que ces piquets articulés existent. Il y a eu des piquets pétés, même déjà à mon époque. C'était déjà un réel problème. Il y a eu au niveau des compétitions internationales, des FIS. Mais en Coupe du Monde, je me souviens, entre autres, un Pinturo à Val d'Isère, sur une triple, il pète un piquet, ça lui revient sur les pieds, il s'arrête, boum, il prend le piquet sous les skis. Je me souviens d'un Razzoli qui s'en prend une toute grosse aussi sur la face de Bellevarde. Et à l'époque, moi je suis quand même coach, j'avais téléphoné à Joe Galigné et à Chantal Grévy, responsable de la FIS, au niveau des délégués FIS, pour essayer de comprendre la situation par rapport à la sécurité des athlètes. Parce que là, il ne se passe rien d'exceptionnel, mais il y a moyen de se faire très très mal. Alors, quelle est la subtilité quand on sait qu'on fait déjà un sport dangereux et ne pas tolérer qu'un athlète remonte? Alors après, ça peut être une décision, encore une fois, qui en réfère à l'arbitre de course, mais aussi certainement une décision globale et commune de tout l'ensemble des équipes, de toutes les équipes du monde, les Français, les Autrichiens, machin, pour enfin, à mon avis, prendre une décision pour éviter ce genre de situation. Voilà, c'est pas compliqué. Dans ce cas-là, piqué, cassé au niveau de la rotule ou cassé simplement, on en a vu quand même beaucoup hier soir. Alors, ça a été moindre mal pour la plupart, mais pour Strolz, voilà, il n'y avait pas photo. Donc, ce qui est dommage, c'est qu'encore une fois, normalement, ce serait l'athlète qui serait… on aurait préférence à l'athlète, mais là, apparemment, on l'a vu, hein, on a vu Marcus Wallner avec Matteo Joris, l'entraîneur des slalomers suisses. L'autre, il faisait signe de la tête, non, parce que ça lui est déjà arrivé au niveau de ses athlètes suisses, parce que c'est déjà arrivé au niveau des autres compétiteurs. Mais en tout cas, cette règle-là, elle existe pour les garçons comme pour les filles. Et c'est certainement l'une des choses qu'il va falloir peut-être se pencher et améliorer pour la sécurité.
Ça, c'est clair. Ça, c'est clair, Emmanuel. Sache aussi, pour compléter ce souci de règlement, c'est que dans les compétitions FIS citadine, Coupe d'Europe, il est toléré on demande à l'ensemble des chefs d'équipe lors du comité des capitaines d'équipe de voter et à ce moment-là de décider à l'unanimité si effectivement on tolère en cas de piqué cassé, si l'athlète s'arrête, on admet et on tolère qu'il remonte. Mais là, c'est l'arbitre et le délégué FIS qui en prend l'initiative avec effectivement un consensus total. C'est la seule chose qui permet cette tolérance-là en Coupe du Monde, absolument pas, ni aux Jeux Olympiques d'ailleurs. Ça te va? Moi, ça me va. Moi, j'ai compris. C'était clair. On a quand même vu un beau slalom, Marc. Hein, toi qui es féru de ski en général, mais de slalom en particulier. Madonna, ça marche à tous les coups. Belle pente, honnêtement, belle piste, bien dure, tracé plutôt varié entre les deux manches. Daniel Yule, finalement, toujours là à Madonna. Comme beaucoup, il a une piste fétiche. Donc, je pense qu'il se sent bien quand il débarque à Madonna. Ça a marché, il a gagné. On a retrouvé les Suisses. On avait déjà aperçu Loïc Meillard aux avant-postes. Et là, on a Daniel Yule qui gagne. Christo qui est toujours là. Bratton qui fait le job, on va dire, à moitié bien quand même. Hein. On ne gagne pas une première manche comme ça. Il fait 4 au final. Il est toujours là avec voilà, Strasser pareil. Ça paye pas de mine, mais c'est toujours là. Hein. Strasser fait toujours le boulot. Hein. Oui, alors belle compétition, comme tu l'as dit, belle préparation de piste. Le seul bémol, c'est qu'effectivement, la marque italienne de Piquet, ils ont pris une remontada pas possible, parce que c'est pas normal que les Piquet ne tiennent pas à ce niveau-là. Ceci étant, les Suisses encore présents, ils ont bien travaillé. J'ai eu Matteo Joris tout à l'heure au téléphone qui disait qu'ils ont énormément travaillé sur les setups. À chaque fois, j'en parle. Mais c'est le cas d'un Yule, c'est le cas d'un Luca Erni, c'est le cas aussi de Ramon, c'est le cas de Loïc Meyer. Donc, dommage pour Loïc, mais encore une fois, ils ont une belle équipe suisse. Et après son bon début de saison à Val d'Isère, Daniel Yule confirme. Et c'est bien, c'est sa piste fétiche. En tout cas, c'est une piste où les gars peuvent bien s'exprimer. On a vu du très beau ski. On a vu des très belles choses avec des dossards qui rentraient derrière, ce qui était intéressant. Et encore une fois, l'essentiel, c'est que le spectacle était là, avec, comme tu l'as dit, avec un Stracé, un Bratton qui passe un peu au travers. Bon, un Malgrave qui skie un petit peu moins bien aussi, mais c'est le lot du slalomeur et qui joue aussi, effectivement, avec ses problèmes ou en slalom. On peut aussi très rapidement enfourcher. Voilà, c'est le cas de Clément, hein, clairement, Clément Noël. Alors, il y a forcément de la frustration, hein. Lui en premier, son staff avec, on va dire, nous un petit peu, mais après, c'est surtout pour lui. Deuxième 0 de suite. Alors, on n'est pas du tout dans les mêmes circonstances, hein, où à Val d'Isère, finalement, ce qui n'est pas très bien avant d'enfourcher. Là, il fait pas une bonne première manche, donc du coup, de fait, il est pied au plancher, il skie fort, il skie vite. On va dire, on a retrouvé le Clément Noël, le bon Clément Noël, hein, celui qui est considéré presque comme le meilleur slalomeur du monde, mais pour l'instant, c'est comme un attaquant. Pour l'instant, il ne la met pas au fond, il ne va pas au bout. Donc, il enfourche en deuxième manche en étant très rapide. Alors, c'est plutôt positif de skier vite, mais ça fait 2-0 de suite. Et toi qui es slalomeur, ça doit commencer à gamberger. Hein, et après, c'est le fameux, c'est le slalom. Le slalom peut être cruel, comme il peut être c'est une belle discipline quand on arrive à aller en bas. Oui, si tu permets, j'ai un petit enregistrement reçu par Laurent Chrétien de Clément. Je vais essayer de le passer en direct, faire un enregistrement en radio, de l'analyse de Clément, et ensuite, je vais enchaîner dessus. On essaye? On essaye. Un petit peu, mais,
y a des choses qui sont mieux dans la 2, il y a des intentions qui sont mieux. Il y a le ski est assez rapide, donc c'est déjà ça de prix par rapport à la première manche. J'ai retrouvé des sensations correctes. Après, voilà, l'erreur, elle est vite arrivée. Ça m'arrive beaucoup trop souvent, mais je sais pas. Enfin, une fois quand c'est passé, c'est passé. Je vais essayer de bosser là-dessus. Ça fait quand même un bon paquet de DNF de suite si on compte la saison dernière. Ça fait chier, mais je peux pas revenir dessus. Je peux juste essayer de bosser, de revenir à un bon niveau. Je pense que le niveau de ski, il est bon. Maintenant, le slalom, c'est au moins 50% de confiance et d'envie d'aller vite. Et ben voilà, il y a plein de choses qui jouent dans la tête. Et j'espère que j'arriverai à mettre tout en place sur les prochaines courses. Voilà. Je n'ai pas grand chose de plus à dire. Sur la 2, je n'ai pas de regrets vraiment. J'ai essayé de faire de mon mieux. J'essaye toujours de faire de mon mieux. Là, ça n'a pas marché. Et voilà. Voilà, je crois que tu as bien entendu, je crois que tout le monde a entendu. Ah ouais. Il fait une analyse en général assez claire et précise. Il ne s'éternise pas, il sait qu'il a essayé de faire de meilleur. Effectivement, moi j'ai vu deux Clément différents entre ce qu'il faisait à la première manche en ayant un bassin, une position un tout petit peu plus en recul au niveau de son bassin. Et en fait, pour qu'il soit performant et puisqu'il aille très vite, il faut qu'il soit un tout petit peu plus haut, un tout petit peu plus vers l'avant, qui lui permet d'avoir cette phase de relâchement, dont l'accélération, ce qui n'était pas le cas de la première. Et là, il est arrivé à le faire à la deuxième manche, enfin. Alors, effectivement, il enfourche. C'est la dure loi du slalomeur, implacable loi. Mais bon, il a expliqué, il vient de nous l'expliquer lui-même. Il a les raisons d'être satisfait, de continuer à retravailler dans ses positionnements qui sont verticaux et vers l'avant, mais aussi une phase d'équilibration des fois latérale qui lui manque un petit peu et qui fait que, il l'a dit, hein, DNF très, très, très souvent. Donc, il va falloir qu'il s'attache tranquillement à ces différents points techniques. Comment on fait, Marc, quand on accumule comme ça les DNF en slalom? Il faut un moral à toute épreuve parce que Clément, qui est évidemment l'un des meilleurs slalomeurs de la planète, mais qui est là pour gagner. Et quand tu commences à engranger des abandons, je peux te dire que tu as vite le moral dans les chaussettes. Et c'est une descente qui peut aller très très vite. On va appeler ça presque une descente aux enfers. Je me fais pas de soucis parce que c'est un mec qui a beaucoup de recul et qui est capable d'analyser le plus sereinement possible avec son staff. Et j'ai l'impression, en tout cas Noël, moi je ne le connais pas suffisamment, mais en tout cas qu'il est capable de prendre de la distance. Il l'a dit, on ne va pas perdre de temps là-dessus. On va continuer à travailler certaines formes pour éviter justement de plonger et d'arriver enfin à avoir ce ski aussi rapide en ayant un tout petit peu plus de sécurité. Comment on fait? On se rassure aussi à l'entraînement ou tout passe uniquement par la course? Non, ah non, surtout pas, surtout pas. Pour Clément, aujourd'hui, c'est d'être déjà bien entouré avec sa copine, avec sa famille, pour passer un peu, de tourner vite cette page, et ensuite de repartir sur des gammes d'entraînement, sur des formats d'entraînement qui ne sont pas nécessairement des formats, des tracés habituellement type course, comme on va dire classiquement, mais avec des formes éducatifs concernant justement les différents points techniques qui le concernent. Voilà. Et là, il le sait, ça demande effectivement, tu sais, quand Djokovic prend 6-0, 6-0 par Nadal, ou je ne sais pas, ils se remettent au boulot. C'est la même chose là. Ça demande un sacrifice, une remise en question constante. Et encore une fois, la difficulté, c'est qu'effectivement, arrêter ces formes-là pour un slalomeur, on va dire, pur, surtout qu'ils ont quand même passé l'automne à jouer du tricot en attendant les compétitions. Contrairement aux géantistes et à la vitesse, et c'est ce qui rend d'autant plus difficile le métier d'un slalomeur. Ouais. Ok, Marc. Donc, on n'est pas inquiet. Ah non, moi je ne suis pas du tout inquiet. En tout cas, je ne suis pas du tout inquiet de la façon dont je l'ai vu skier à la deuxième manche. J'étais un peu plus inquiet de la façon dont je l'ai vu aborder cette première manche, parce que ce n'était pas son positionnement habituel, technique. Et je n'ai pas eu l'impression qu'il y ait eu des soucis sur le matériel du tout.
Il s'est rassuré en deuxième manche. Il a trouvé les bons points d'équilibre, la bonne façon d'aborder. C'est là-dessus qu'il faut positiver. Il faut prendre toutes ces formes positives pour gommer toutes ces formes négatives en sachant l'objectif important de trouver la sérénité et de comptabiliser plus les arrivées de course que les DNF. Est-ce que ça passe par, entre guillemets, des places moyennes? Est-ce qu'un gars comme Clément Noël peut se contenter d'un top 10, d'un top 15, sachant qu'il a dans les pieds bien plus que ça? C'est là aussi. Le bémol, c'est de trouver le juste milieu entre si c'est pour en avoir un peu sous le pied et finalement pas être à ta place, c'est-à-dire 7, 8, 10, 12, 15. Lui, Clément, ce qu'il vise, c'est évidemment la victoire, c'est le podium, c'est dans les trois. Et ça nécessite effectivement un compromis entre le travail technique, le travail du matériel, mais en même temps le mental, qui est indéniable, pour te permettre d'être toujours aussi serein, pour aller aussi vite dans ces tracés. Ok, Marc. Semaine prochaine, petite parenthèse, le slalom, on le met un petit peu de côté pour les garçons. On se remet en mode vitesse à Bormio sur la Stelvio. Il n'y a pas mieux pour digérer la dinde de Noël, comme disent régulièrement les descendeurs français. On prenne la voiture dès le 25 et premier entraînement dès le lendemain. La Stelvio met tout de suite les choses à l'heure. Vitesse et les filles du côté de Semmering avec une grosse étape technique, 2 géants, un slalom. Il y a encore de quoi faire pour bien finir l'année. Oui, c'est vrai. Alors, on va juste conclure rapidement sur Madonna. Peintu fait quand même 12 de mémoire. Victor passe pas. Les jeunes qui étaient là ont bien skié, ont vraiment bien skié les parties hautes. Steven, Paco ont très bien skié. J'ai vu du très bon ski. Alors après les fautes, évidemment, qui pardonnent en slalom, il n'y a pas de choix. La moindre faute, tu es au carreau. Mais moi, j'ai vu des belles intentions chez les jeunes, ces jeunes-là, parce qu'on en a parlé il n'y a pas si longtemps que ça. Peintu, pareil. Paco et Steven, ils étaient bien. Totor passe un petit peu au travers en slalom. Je l'attendais mieux. Peintu, Après, il a toujours ce dossard, il a toujours ce dossard 31 qui fait que ça ne souffre pas d'être moyen avec un dossard comme ça. Voilà, c'est aussi sa réalité. Alors, il le sait, c'est un combattant. Il avait quand même enchaîné les 2 géants d'Alta. Là, le slalom en plus, ça lui bouffe quand même beaucoup d'énergie, aussi ces enchaînements. Oui, c'est vrai, Totor, bon, il travaille aussi beaucoup sur son matériel et il a les raisons d'être quand même un petit peu déçu de ce slalom de Madonna. On l'attendait mieux, mais maintenant, slalom, première manche, il y a tellement de cadors au départ que mon pauvre ami, c'était pas à 150%. C'est pas la peine d'essayer d'imaginer de rentrer dans les 30. Oui, ça s'est vu avec Peintu, qui loupe, qui fait une erreur, qui loupe sa première manche. Il est très vite loin. Alors à Madonna, les écarts sont réduits. Il fait plutôt une bonne deuxième manche. Il revient clairement il revient dans le jeu, mais il n'est pas tout seul. Il y a vraiment il y a une énorme densité justement et devant et autour de cette 10e place. Ouais, ça skie vite, très, 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 très vite. Donc voilà, pour faire le final de Madonna avec nos Français et les petits jeunes qui étaient là et doivent être évidemment déçus, mais qui ont pratiqué, à mes yeux, qui ont pratiqué un très, très bon ski. Ça va pas tarder à Oui, on payer. en revient. Oui, clairement, ils sont pas loin. Alors, oui, à force, ça génère aussi de la frustration. Ils en ont marre qu'on dise qu'ils sont pas loin. Et eux, les premiers, et c'est les premiers à se dire, voilà, il faut encore bosser. Alors, c'est pas du style à s'affoler, parce qu'en plus, ils fonctionnent plutôt très bien en Coupe d'Europe. Donc, ça veut dire que le niveau de ski est clairement là. Ils sont pas largués. Voilà, il y en a qui arrivent un petit peu mieux à prendre leur chance. Pour l'instant, eux, il leur manque encore un petit truc. Et après, ça joue à pas grand-chose une fois qu'ils auront pris une qualif et après une autre. Oui, d'avoir des meilleurs dossards pour eux aussi, ce sera certainement meilleur. En tout cas, ils ont tous les moyens de se rassurer, puisqu'en Coupe d'Europe, ils ont battu des mecs qui étaient parmi les meilleurs et qui étaient parmi les 15 meilleurs mondiaux hier, qui étaient parmi les 15. Donc ça, c'est le bon côté de la chose. Et bien évidemment,
on continue le travail, on continue les choses et je pense que ça va pas tarder à payer pour eux. Mm. Ok. Alors ouais, tu l'as dit, Semmering, Bormio, ouais, sacré week-end qui arrive là. Ouais, sacré. Ouais. Pour finir l'année, ça va être musclé hein, quand même. Hein. Ouais. Stelvio, ouais. Bormio, ouais, ça va être du lourd costaud pour les athlètes. Comme souvent, enfin, c'est réputé pour être glace. Alors évidemment, maintenant avec la météo, on peut plus trop s'avancer. Est-ce que Bormio sera forcément 100% glace? A priori, c'est quand même le revêtement qui va à ces pistes, hein, clairement. Hein, c'est à l'ombre. À cette époque, il fait froid, donc il y a pas. La piste est super bien préparée, mais voilà, là clairement, c'est un chantier. Hein. Oui, là-bas, Bormio, des belles épreuves qui attendent la vitesse chez les filles aussi, avec les deux géants de Semmering. On attend de voir un peu les conditions de neige aussi et les slaloms. Donc, il y a toute l'armada des jeunes. Hein, donc, dans les quotas sont quasiment pleins. Géants Ouais, des on est. slaloms avec Ouais, ouais. l'équipe Paris des jeunes. Brèche. Ouais, Ouais. ouais. Dorian, Paris Brèche, Dorian Carapogno. Escanet, Carac Pogno, ça y est, maintenant c'est lancé. Hein, elles ont gagné leur place et donc elles vont essayer, comme elles ont réussi à le faire à Sestrier, à aller prendre la qualif et regarder presque un petit peu plus haut. Déjà rentrer dans les 30 à chaque fois, ça va déjà être solide et elles construisent pierre par pierre. Et puis voilà, devant Tessa, toujours en chasse de son premier podium. Coralie et Clara ont fait des belles choses, mais sont aussi sorties à Killington, donc elles ont besoin aussi de se refaire un peu la cerise. Et enfin, il y en a à tous les étages, hein, un peu pareil en vitesse. Hein, Ouais. les grands devant, les petits, les jeunes, pas les petits, les jeunes qui prennent leur chance derrière. Donc, voilà, pareil, à tous les étages. Il y a de quoi espérer. Voilà, alors je souhaite bonne chance à toutes et à tous. Les filles, les toutes jeunes qui vont arriver, la particularité, c'est qu'on les met en Coupe du Monde, c'est pour densifier et utiliser ces places, ces quotas, sachant que pour eux, la prérogative, c'est toujours continuer à marquer des points Coupe d'Europe, à gagner toujours ces Coupes d'Europe, à marquer des points, et ensuite l'avenir dira effectivement les options choisies en fonction si elles rentrent plus facilement dans les 15, des choses comme ça. En tout cas, les leaders sont là, ce qui est très bien. On attend de voir Tessa, comme tu l'as dit, Roman et Clara aussi en géant. On attend de les voir avec Coralie, avec Coco. Donc, on attend de voir nos équipes. Voilà. Très bien, Marc. Bon, Je te souhaite un joyeux Noël. Oui, on va essayer de changer un peu parce que là, il y avait masque, tuba et palme, vu les conditions atmosphériques. On va essayer de revenir plus avec des skis et un matériel de ski approprié. On va essayer on va croiser les doigts pour que la météo change un peu. Voilà. Ok. Allez. Joyeux Noël, bonne glisse et puis à la semaine prochaine. Allez, ça marche. Garde bien ton bonnet. Salut à toutes. Salut Emmanuel. Ah ouais. Oui, c'est aussi humide, mais on fait le maximum. Allez, ça marche. Bise à Ciao. tous. Ciao. Ouais, bonne fête. Ciao.